Dans cette vidéo, nous allons voir les différents templates proposés par Unreal. En tout cas, je vais vous montrer les deux principaux templates et les autres, je vais vous les expliquer rapidement. Alors, on en avait déjà parlé lorsqu'on a installé le launcher. Les templates se trouvent sur la page d'accueil du launcher, dans la section Games, si vous voulez créer un nouveau jeu. Et là, vous allez pouvoir retrouver les différents templates. Ça, c'est le cas à partir du moment où vous avez bien évidemment installé les templates. Alors, je vais juste cliquer sur Annuler, histoire de vous montrer pour l'installation des templates. Au moment où vous installez Unreal, alors je vais aller dans la bibliothèque. Moi, j'ai installé Unreal 5, mais je vais vous montrer un exemple sur Unreal 4. Au moment où vous installez Unreal, à partir du moment où vous ne touchez à rien, que vous laissez les paramètres par défaut, les templates s'installent. Mais si vous voulez vérifier, vous pouvez cliquer sur Options ici. Donc lors du démarrage de l'installation, vous allez dans les options, et là vous voyez tout ce qui est installé. Ici, le noyau, c'est tout simplement le moteur de jeu, qui fait 17 Go, comme vous pouvez le voir, donc c'est assez lourd. Les contenus de démarrage qui sont cochés par défaut, ça, ce sont les ressources. Ouais, on a utilisé ensemble on a vu donc les jeux que l'on peut créer, première personne, troisième personne, puzzle, réalité augmentée, réalité virtuelle. Donc ce sont les différentes ressources auxquelles vous avez accès. On a également les packs de modèles qui sont cochés par défaut. Ça, ça va être basiquement la chaise, la table, les différents modèles 3D que l'on a dans le kit de démarrage. Donc tout ceci, c'est automatiquement coché. Et si vous ne modifiez pas les paramètres, et bien lors de l'installation, ça va installer tout ceci. Bon, ça, voilà pour les explications. Ensuite, lorsqu'on lance Unreal, alors je vais lancer Unreal ici. Et du coup, on se retrouve sur l'écran de démarrage d'Unreal. Donc comme je vous l'ai expliqué ici, tous ces templates ont été installés parce que au moment de l'installation, ce sont des options que vous avez cochées. Et on a les différents templates, je vous avais présenté. On a la possibilité de créer un jeu de voiture, donc ça va ajouter un exemple de voiture avec déjà tout configuré. Vous avez les roues qui tournent, le véhicule qui avance, qui peut tourner. Donc vous avez déjà un contrôle de véhicule complet, fonctionnel. Vous pourrez remplacer juste le modèle 3D de la voiture par la vôtre, histoire d'avoir votre propre modèle 3D. Vous avez un projet spécifique pour la réalité virtuelle, déjà totalement configuré. Vous compilez et ça fonctionne directement sur votre casque de réalité virtuelle. Donc c'est une scène d'exemple vraiment très basique, dans laquelle vous avez par exemple des petits cubes ici, que vous pouvez vous amuser tout simplement à attraper, à jeter. Puisque avec certains casques de réalité virtuelle, notamment l'Oculus, vous avez des manettes qui vous permettent d'attraper, ça s'appelle grab en anglais. Vous pouvez grabber des objets pour les tenir dans la main. Vous avez la même chose pour la réalité augmentée, c'est-à-dire un projet directement utilisable en réalité augmentée. Donc là, il s'agit d'un projet vraiment très simple qui vous donne vraiment les briques de base pour démarrer. Vous pouvez scanner une surface comme une table et positionner des objets 3D sur la surface qui est scannée. C'est le principe de la réalité augmentée, hein, c'est pas plus compliqué. Vous avez un jeu de type top-down avec une caméra en vue de dessus, légèrement inclinée, qui suit le personnage. Donc ça, c'est plus ce qu'on retrouve par exemple sur des jeux d'infiltration ou des jeux de stratégie RTS comme Warcraft, Diablo, ce genre de choses. On a un jeu à la troisième personne. Alors ça, c'est le cas de beaucoup de jeux. Le jeu à troisième personne, c'est lorsque vous voyez le personnage en 3D. Lorsque vous voyez le personnage devant vous. Vous en connaissez plein. On peut prendre par exemple Tomb Raider, qui est un jeu à la troisième personne. Vous avez Just Cause. Vous avez plein de jeux en 3D avec ce type de caméra. Bon, le jeu puzzle, je passe rapidement parce que c'est pas ce qui nous intéresse le plus, hein, ça reste vraiment quelque chose d'assez basique, mais comme l'on l'indique, c'est un jeu de type puzzle, et l'idée c'est que ça va vous proposer un outil qui va vous permettre de travailler par exemple dans une grille. Là on voit qu'on a une grille de 3 par 3, et vous pouvez faire des jeux type match 3 ou tic-tac-toe, ce genre de choses, et on a un
projet à la première personne, donc vu à la première personne, c'est-à-dire que le personnage n'est pas visible, la caméra est à la place des yeux du personnage. Nous, on avait précédemment créé un projet qui s'appelle un projet blanc, avec aucun pré-contrôle chargé, c'est-à-dire on a juste une caméra libre. Je vais vous montrer donc le projet First Person, histoire de vous présenter à quoi ça ressemble, et vous pourrez partir de ce type de projet pour créer votre propre jeu. Donc on va sélectionner le template, on va sélectionner Blueprint, Desktop parce que c'est un jeu desktop, la qualité on va se mettre au maximum, on va cocher le Starter Content, donc là je vous l'ai expliqué également, le Starter Content ça va être quelques modèles 3D et ressources qui sont installés par défaut lorsque vous installez Unreal, si vous ne décochez pas l'option. Et si vous avez une carte graphique capable de gérer le Ray Tracing, vous pouvez activer le Ray Tracing pour avoir de meilleurs éclairages, meilleurs reflets, meilleurs ombrages. Vous donnez la destination de sauvegarde. Ici, on va pouvoir nommer le projet. Alors, je vais l'appeler par exemple projet première personne. Ou plutôt FPS, ça sera plus court. Et je clique sur créer. Et puis là, le projet se crée. Donc là, je l'ai créé ici. Ça prend un petit peu de temps. Je vais laisser l'éditeur générer la solution. Une fois que le projet est lancé, vous l'avez sous les yeux. Et là, on a un exemple de niveau pour notre FPS. Alors c'est vraiment un niveau très très basique dans lequel le joueur peut se déplacer et utiliser un pistolet simple. Donc je vais lancer le jeu pour vous montrer. Là je peux tourner la tête avec la souris. Je peux tirer donc des projectiles. Je sais pas si vous entendez parce que j'ai le casque, donc le bruit est dans le casque, mais on a le son de tir du pistolet. Et on a un petit peu de physique gérée sur les cubes, comme vous pouvez le voir. Alors là il y a un problème, je ne peux pas avancer. J'appuie sur Z, je ne peux pas avancer. Pourtant je peux aller à droite. Et si j'appuie sur ZQSD, donc les touches normalement attribuées dans les jeux, ça ne marche pas bien. Donc ça c'est parce que par défaut on est en mode clavier anglais. On est en mode clavier QWERTY au lieu de AZERTY, et c'est pour ça que les touches ne sont pas convenablement configurées. Donc ne soyez pas perturbés lorsque vous utilisez des templates de Unreal, c'est normal que les touches ne marchent pas, et on peut aller dans les settings pour modifier cela. Alors les settings, je vous avais expliqué que c'était dans Edit, et vous avez par exemple Editor Préférences, mais encore mieux, on a un raccourci en fait. On a un raccourci qui se trouve en haut à droite de l'écran, ici vous avez Settings, et si je clique sur Settings, je vais avoir la possibilité de modifier le Project Settings, qui est le deuxième élément de la liste. Le Project Settings, ce sont toutes les propriétés du projet. Je clique dessus et ça m'ouvre une nouvelle fenêtre que vous pouvez voir ici. Cette fenêtre, je vous l'avais déjà montré, elle est très complète, assez complexe. On verra petit à petit, mais sachez juste qu'on a toutes les propriétés de notre projet par là. On va descendre un petit peu. Nous, pour l'instant, ce qui va nous intéresser, c'est dans Engine, ici, on a Input. Input, c'est les entrées. Ce qui s'appelle les entrées, c'est les entrées clavier-souris ou les manettes de jeu, par exemple. Je clique sur Input et là, ça va m'afficher les informations des inputs qui ont été configurés. Là-dessus, on a plein de choses. Et nous, particulièrement, on va regarder le binding. Le binding consiste à associer un nom à une touche. Par exemple, si je dis forward, c'est-à-dire en avant en anglais, forward, je vais l'associer la flèche du haut ou à la touche Z d'un clavier AZERTY. Parce que nous, donc sur les claviers français, on utilise ZQSD, mais sur les claviers anglais, on utilise WASD. Donc c'est pas la même chose. Donc ça c'est le binding. Le binding, on va associer des actions à des touches. Je vais déplier le axis mapping, qui correspond donc aux axes. Les axes c'est en haut, en bas, à droite et à gauche. Et on a également le action mapping. On a les actions et les axes. Donc les actions, ça va être des actions, sauter, tirer, s'accroupir, ça va vraiment être des actions ponctuelles. On voit par exemple qu'on a l'action jump, ici c'est nous, développeurs, qui décidons du nom de cette action. Donc là, Unreal, c'est eux qui ont créé ce template, ils ont décidé d'appeler l'action sauter jump, du coup cette touche là s'appelle jump.
Et au lieu de dire barre d'espace, qui serait une valeur en dur dans le code, c'est pas propre, on va dire si l'utilisateur appuie sur le bouton jump. Et ce bouton jump, à quoi ça correspond? Eh bien, on va déplier le petit menu déroulant à gauche, et là vous voyez tout l'intérêt d'utiliser le binding, c'est que le bouton jump correspond bien à la barre d'espace. Mais pourquoi est-ce qu'on utilise jump plutôt que espace? Eh bien, si vous compilez votre jeu pour une console de jeux vidéo, par exemple, comme une console de salon, ou un casque de réalité virtuelle, ou je ne sais quoi, eh bien, en fait, ce bouton jump, on peut l'associer à autant de touches que l'on souhaite. Donc sur un ordinateur, ça sera associé à le spacebar. Sur un casque de réalité virtuelle, par exemple le HTC Vive de HTC Vive, vous avez le left trigger, donc la touche de la main gauche. Sur le Daydream de Google, ça sera le left select. Sur un gamepad, donc une manette de jeu, ça sera le bouton de face qui se trouve en bas, donc ça sera un des 4 boutons que l'on retrouve sur les manettes. Vous avez le Valve Index, vous avez l'Oculus, les casques de réalité mixte, vous voyez, vous pouvez configurer le bouton sauter pour l'ensemble des consoles que vous souhaitez, et vous pouvez cliquer sur le petit plus ici pour ajouter votre propre type de mapping. Et là, vous pouvez vraiment rechercher la console qui vous intéresse, par exemple la PS4 ou un téléphone Android ou le Magic Leap qui est des lunettes de réalité augmentée. Donc vous pouvez vraiment rechercher ce qui vous intéresse. On peut prendre PS4 et là on peut choisir un bouton de la PS4. Et si vous voulez supprimer un binding, vous pouvez cliquer sur la petite corbeille ici, Delete, supprimer, hop, ça supprime. Donc là par défaut on a le bouton Jump, on a le bouton Fire qui est donc tiré avec le pistolet. On voit également toutes les touches. Et dans le Axis Mapping, on a Move Forward, Forward qui signifie vers l'avant, Move Right, donc aller à droite. On va avoir tourner, on va voir d'autres choses. On voit qu'on n'a pas Move Backward, on n'a pas reculé, on n'a pas Move Left, on n'a pas aller à gauche. Ça c'est normal, c'est parce que les axes, ça correspond à une valeur comprise entre par exemple -1 et 1. Si vous appuyez sur la flèche de droite de votre clavier, ça va se déplacer à droite, positif, +1. Si vous appuyez sur la flèche de gauche du clavier, ça va se déplacer à droite, mais en négatif, -1. Donc si vous allez à droite, mais de façon négative, ça revient à dire on va à gauche. C'est juste pour optimiser, pour avoir un peu moins de touches. Donc là on voit que si je déplie Move Right, on a la touche A, qui est la touche négative, puisqu'elle est associée à -1. Donc on va à l'inverse de la droite. Alors nous, sur un clavier français, c'est pas du tout A, c'est la lettre Q. Donc je vais cliquer sur le petit menu déroulant, je peux rechercher dans le keyboard, donc dans le clavier, et là je peux rechercher la lettre qui m'intéresse, ici par exemple. Donc là j'ai bien associé la touche qui me permet d'aller à gauche. Donc j'ai Q et D, gauche et droite. Move forward, donc là on a W qui est sur le clavier anglais, c'est pas bon. Nous, sur un clavier français, ça sera Z, et S, en revanche, c'est bon. S, c'est pour reculer, donc ça, c'est bon sur un clavier français. On voit que S est négatif, et W est positif. Donc nous, ça sera pas W, ça sera Z. Alors plutôt que de déplier à chaque fois les touches, vous pouvez simplement taper Z dans la barre de recherche, ça va automatiquement filtrer et afficher la touche qui porte le nom de ce que vous recherchez, donc c'est beaucoup plus rapide. Donc là on a fait ça, on peut faire CTRL S pour enregistrer, vous pouvez quitter, et là je retourne dans le projet, je lance de nouveau le jeu, et là, pas de problème, je peux me déplacer, je peux sauter, et aller dans toutes les directions. Donc là le projet marche sur le clavier français. Donc voilà comment configurer le projet FPS pour qu'il fonctionne sur votre clavier français. Quoi dire d'autre? Évidemment, on a quelques ressources qui ont été ajoutées de base. On a les cubes, les murs. Vous pouvez voir le personnage ici. Donc comme c'est un personnage à la première personne, on voit que ses bras. On a le personnage avec la caméra qui se trouve derrière. Et si vous regardez le first person caractère, qui est le personnage à la première personne, donc on est sur le World Outliner, on voit dans ses propriétés à droite, si j'affiche un peu plus en détail ses propriétés à droite, on voit qu'on a le personnage, on a la capsule de collision, qui est la capsule que vous voyez ici, qui sert de collision au personnage, on a le mesh c'est le composant qui permet de rendre le personnage visible, donc là en l'occurrence c'est le pistolet et les bras,
On a le first person camera qui correspond à la caméra qui filme, et ensuite on peut avoir quelques autres petits détails, quelques autres composants pour ajuster le tout, pour avoir par exemple un comportement sur l'arme, des animations, ce genre de choses. Donc on voit l'ensemble des composants qui composent justement l'objet sélectionné. Donc toujours sur le World Outliner, on a pas mal de choses. On a la géométrie du niveau. Donc la géométrie, ça correspond à tout ce qui est 3D. En tout cas, c'est comme ça que Unreal a nommé les éléments. La géométrie, c'est tout ce qui est 3D. Et ensuite, on a le lighting. Le lighting, ça va être ce qui correspond à l'éclairage. On a le light source qui est la lumière. Il existe plusieurs types de lumière dans les jeux vidéo. Là, en l'occurrence, c'est un soleil. Un soleil, c'est une lumière qui arrive de l'infini et qui éclaire intégralement toute la scène de façon uniforme. Si vous cliquez sur la lumière, vous avez accès à ses propriétés. Alors en l'occurrence, on va retrouver par exemple l'intensité de la lumière. On peut avoir une scène plus ou moins sombre ou plus ou moins éclairée. Alors je vais mettre par exemple 2.5. Vous avez la couleur de la lumière. On peut modifier la teinte. On peut avoir une couleur un peu plus orangée, un peu plus bleue, un petit peu plus bleutée par exemple. Donc on a la possibilité de modifier cette lumière. Vous avez d'autres effets, on verra ça plus en détail plus tard, mais on a la possibilité de gérer la qualité des ombres, la distance à laquelle on est capable de voir les ombres, ça permet d'optimiser par exemple. Puisque en effet ça ne sert à rien d'afficher des ombres qui se trouveraient par exemple à 500 mètres de distance du joueur. Ça consommerait de la puissance de votre carte graphique pour rien, puisque de toute façon le joueur ne voit pas ce qui se passe à 500 mètres. Donc voilà, ça c'est des petites astuces d'optimisation. Toujours dans les astuces d'optimisation, alors là je ne sais pas s'ils en ont mis, je ne crois pas, mais en tout cas de temps en temps vous pourrez retrouver ce qui s'appelle le brouillard, fog en anglais, et le brouillard sert justement à masquer un petit peu l'arrière-plan. On a un brouillard qui s'intensifie avec la distance, qui permet de masquer les choses qui sont très très loin de l'utilisateur, et ce qui permet de pouvoir faire un peu de cache-misère, d'avoir des modèles 3D moins bien définis au loin, parce que ça sert à rien d'avoir une précision de dingue à distance, parce que de toute façon le joueur est trop loin pour pouvoir admirer la beauté de vos modèles 3D. Donc là c'était le light source, il existe plusieurs façons de faire de l'éclairage, là c'est vraiment une lumière directe comme un soleil, mais dans la vraie vie, la lumière rebondit. Lorsque vous êtes sous un arbre à l'ombre, vous voyez quand même tout ce qu'il y a autour de vous, même si la lumière n'éclaire pas directement à l'ombre. Vous comprenez le principe. Dans la vraie vie, donc la lumière rebondit, et il est possible de recréer tout ça sous Unreal ou n'importe quel autre moteur de jeu, hein, avec des techniques d'éclairage. Et là, on a par exemple le skylight, qui est la lumière du ciel, puisque le ciel produit un éclairage, une petite ambiance lumineuse. Alors ça, vous pouvez le tester en désactivant la lumière, ici. Vous constatez que on voit quand même un petit peu ce qui se passe ici. Et si je désactive le skylight, on ne voit plus rien. Si je remets la lumière, on voit. Et si je remets le skylight, on voit un peu mieux. Donc ça va vraiment créer, ça va renforcer en fait l'immersion dans le jeu. Ça va un petit peu vous permettre de vous rapprocher du réel et de faire en sorte que l'environnement éclaire également la scène. Lorsque vous êtes, je sais pas moi, à la plage sous votre parasol, que le soleil est au-dessus de vous et qu'il ne vous éclaire pas, vous pouvez quand même avoir des reflets du soleil dans les yeux si les reflets du soleil rebondissent sur l'eau. Bon bref, on a plein de petites astuces pour recréer un éclairage réaliste, et le skylight, vous le retrouverez souvent dans toutes les scènes. Bon, en plus j'ai dit une bêtise, j'ai dit qu'on n'avait pas de brouillard, mais en fait on en a bien un ici, on a bien un brouillard ici, le Atmospheric Fog, et ça produit ce que je vous ai dit, ça va mettre en place un petit brouillard dans votre jeu. On a les sphères de réflexion. Alors ça, pareil, pour vous donner une petite explication, ça va nous permettre d'avoir quelque chose d'un petit peu plus réaliste. En gros, dans la vie, les objets, par exemple les objets métalliques, ou les miroirs, ou les pare-brises de voiture, reflètent un petit peu l'environnement. Dans un pare-brise de voiture, vous pouvez voir le reflet d'un arbre.
sur une table en métal, vous pouvez voir le reflet de toute la pièce qu'il y a autour. La sphère de réflexion va faire une photo 360, si on veut, de tout l'environnement, de façon à pouvoir provoquer cet effet de façon optimisée. Ça va prendre une photo 360, et si vous avez des objets avec un peu de réflexion, comme un miroir, eh bien ça va utiliser cette photo 360 pour appliquer des reflets en rapport avec l'environnement qui entoure votre scène de jeu. Bon, voilà à peu près pour les choses intéressantes qu'il y a à dire sur les éléments qui sont présents dans la scène par défaut. Évidemment, on a toujours le content, vous pouvez retrouver les différentes ressources qui composent le jeu. Donc le jeu c'est first person, et là-dessus vous pouvez retrouver le son, ça c'est le son du tir de pistolet, les mèches, donc ça va être les modèles 3D, on va voir le modèle 3D du personnage par exemple avec les bras, donc vous pouvez vraiment retrouver tout ça, retrouver les textures. L'arme, on a le modèle 3D du pistolet ici. Donc tout ça, c'est là-dedans, dans First Person. Vous retrouvez toutes ces ressources. Et comme on a inclus les modèles 3D de base, on retrouve le Starter Content avec également des modèles 3D. Si je vais dans Architecture, par exemple, on va retrouver des éléments d'architecture. Alors ça reste des blocs, hein. C'est pas des modèles 3D très réalistes, ça reste des blocs, mais on peut créer une porte, par exemple, ici. Là, je relance le jeu et je peux passer sous la porte. On a les collisions actives automatiquement. Donc voilà pour ces modèles 3D. Petite précision que je ne vous ai pas dit pour l'instant, mais on aura l'occasion de le voir bientôt. Je vous avais déjà expliqué que les scènes étaient organisées sous forme de niveaux, hein. Une scène, c'est un niveau, map en anglais. Map ou level. Donc là on a les maps et on retrouve bien notre map first person exemple. Donc les fichiers map, ça va être une scène. On peut très bien dupliquer ce fichier, CTRL-C, CTRL-V. Du coup je me retrouve avec map 2. Je vais dans map 2. Alors je vais sauvegarder mon niveau actuel. Je fais save. Ça enregistre. Là je suis sur la map numéro 2. Je vais supprimer par exemple ça, ça, ça. Je vais supprimer plein de trucs. Voilà. Donc là j'ai vidé un peu la scène, je fais CTRL S, si je joue, ben, j'ai mon jeu ici. Et si je retourne sur map 1, hop, je retrouve bien mon niveau 1. Donc vous pouvez créer autant de niveaux que vous le souhaitez, c'est des fichiers .map, et tout ça vous pouvez le créer ici, hein, file, et vous pouvez créer des nouveaux niveaux, et puis enregistrer votre travail dans des fichiers, de façon à créer tout un scénario pour votre jeu. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais quitter le projet. Et avant de conclure cette vidéo, je vais créer un nouveau projet qui sera de type jeu à la troisième personne. Alors je vais l'enregistrer dans Unreal Project et je vais l'appeler exemple projet. Troisième personne. Par contre j'ai créé un nom trop long, hop, je vais raccourcir un peu, voilà. Je vais cliquer sur créer, et là, hop, ça m'a créé mon projet, exemple de projet à la troisième personne. Donc voilà, hop, le projet d'exemple à la troisième personne, pareil, ça reste très très basique, avec juste un niveau fait de blocs en 3D simple, sans texture. D'ailleurs, si vous voulez texturer votre jeu, il n'y a pas de problème, hein. Vous pouvez aller dans le Starter Content, on peut aller dans Matériel. Dans Matériel, on va retrouver des briques. Je peux faire glisser les textures de briques sur les murs, ici. On peut ajouter des textures sur le sol. Enfin, vous avez vraiment la possibilité de colorer tout ça. Bon, évidemment, là, la texture, elle n'est pas répétée, donc on verra ça un peu plus tard. Pour l'instant, c'est pas très beau, mais vous comprenez le principe. On peut texturer nos objets. Je vais juste faire CTRL-Z ici. Quelle est la différence par rapport au jeu à la première personne? Eh bien, c'est que ici, on a le personnage qui est modélisé entièrement. Et on voit qu'il y a la caméra derrière, et on remarque le petit trait rouge, qui est en fait un lien qui relie la caméra au joueur. Alors là, c'est un composant que l'on peut retrouver dans les détails du personnage. J'ai sélectionné le personnage, donc je peux voir ses détails. On a la caméra, et la caméra est reliée au personnage,
ici à la capsule via un composant, et ce composant permet de conserver la caméra à distance, par exemple on va dire à 2 mètres ou peu importe, hein. Et il existe également des paramètres qui permettent de briser cette distance pour faire en sorte que la caméra puisse se rapprocher si jamais la caméra rentre en collision avec un mur. Par exemple, si mon personnage se rapproche de dos au mur, la caméra ne va pas passer derrière le mur, elle va pas passer au travers du mur, et donc le lien va se resserrer pour que la caméra puisse toujours filmer le personnage. Bon voilà, après il n'y a pas tant de différence que ça, c'est juste qu'on a un personnage à la troisième personne, entièrement configuré. Je clique sur Play, je peux tourner comme ceci tout autour du personnage, et bien sûr, il y a un problème au niveau des inputs, qui par défaut sont au format anglais. Donc si vous vous souvenez bien, c'est Settings, Project Settings. Ici, on va aller dans les inputs. Dans les inputs, je vais aller dans les axes. J'ai Move Right ici. Je vais remplacer A par la lettre Q. Et j'ai Move Forward. J'ai W. Je vais le remplacer par la lettre Z. CTRL S. On quitte, on lance. Et là, on se retrouve avec notre projet à la troisième personne fonctionnel. Et évidemment, vous pouvez partir de ce type de projet pour créer votre propre jeu basé donc sur ce template. Vous avez déjà un personnage totalement contrôlable au clavier, il peut courir, sauter, marcher dans toutes les directions, vous avez la caméra. Donc vous pouvez remplacer le modèle 3D par votre propre modèle 3D, et c'est parti, vous pouvez vraiment vous concentrer sur le jeu sans avoir à vous soucier de la partie création du personnage. Bon, évidemment, moi je vous montrerai comment créer un personnage vous-même, pour que vous soyez capable d'écrire votre propre code si jamais vous voulez l'ajuster. Mais en tout cas, vous avez des templates qui vont vous permettre d'aller un petit peu plus vite et de partir d'un projet existant pour créer votre propre jeu. Voilà ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo au niveau des templates proposés par Unreal. Donc on va s'arrêter là, la vidéo est assez longue comme ça. Si vous avez donc fait vos tests de votre côté et essayé les quelques templates, vous pouvez passer à la prochaine vidéo dans laquelle on va poursuivre notre apprentissage de Unreal Engine 5.